Les phasmes en France, les 3 espèces sont des phasmes bâtons. Dans le monde, ils ont des formes très différentes. Ça peut être des formes de feuilles pour être mimétiques, toujours pour passer inaperçu, donc des bâtons, des feuilles, ou très colorés. Il y en a aussi qui ont des ailes, alors qu'en France, ils n'ont pas du tout d'ailes. Il y a 3 espèces en France pour 3000 dans le monde. On peut dire qu'on est un peu pauvre en France. On a notamment 2 espèces qu'on retrouve sur les ronces, en regardant simplement, soit avec une nappe de battage, en faisant attention à où on tape quand même, pour pas assommer un phasme. Et en fait, ils sont souvent élevés dans les écoles parce que justement, ils se nourrissent en fait de feuilles de ronces et c'est très très facile à élever. Pour les enfants, c'est l'idéal. Ena Loel Matteo Espada est une passionnée d'insectes. Elle fait un master d'écologie à Montpellier. Les insectes font partie des premiers arthropodes à progressivement sortir des eaux pour devenir terrestres au cours du Dévonien. C'était il y a 400 millions d'années. Cette sortie des eaux s'est faite plusieurs fois, à plusieurs moments différents, à plusieurs endroits différents. Mais à ce jour, l'ancêtre commun des insectes reste inconnu. Mais depuis 1995, il existe pourtant une piste qui fait son chemin. Les insectes pourraient être des crustacés qui se sont adaptés à la vie terrestre. Les chercheurs ont en effet découvert de grandes similitudes entre les crustacés et les insectes en analysant l'ADN contenu dans leurs mitochondries, les petites centrales énergétiques des cellules du vivant. Et cette similitude leur font penser que c'est en s'adaptant au milieu terrestre que les insectes se seraient différenciés des crustacés. Crustacés qui, eux, existaient depuis belle lurette. Cette théorie s'appelle la théorie des pancrustacés, tous crustacés. Quant aux métamorphoses des insectes maintenant, dont nous parlons dans ces épisodes, elles pourraient être une adaptation à des saisons très contrastées, alternant de courtes périodes humides d'abondance alimentaire avec de longues périodes sèches de disette. Et c'est ainsi que la vie trouve toujours son chemin, même en slip de bain. On trouve aujourd'hui les insectes sous presque tous les climats, dans tous les milieux continentaux terrestres et d'eau douce. Seule la mer n'a pas été colonisée. Cet habitat dominé justement par le groupe des crustacés, qui seraient donc leurs ancêtres. Ce que je trouve à la fois savoureux et ironique. Une histoire de boucle non bouclée, de serpent qui ne se mord pas la queue au final. Insectes, chapitre 2, pour la photo de famille. C'est parti. Salut Ena. Salut Marc. Je te retrouve avec beaucoup de plaisir pour la suite de nos épisodes consacrés aux insectes et sans plus attendre, je voudrais qu'on enchaîne sur l'ordre des orthoptères. Qui sont les orthoptères ? Donc les orthoptères, ça regroupe les criquets, les sauterelles, les grillons et les courtilières, mais qui ne sont beaucoup moins connus. Oui, alors justement, parlons des courtilières. C'est quoi ces insectes ? Les courtilières, c'est des insectes qu'on appelle aussi taupes-grillons et qui vont s'enfouir sous terre. Avant, elles étaient très nombreuses et considérées comme des ravageurs. Et du coup, elles ont été quasiment exterminées en fait pour cette raison. Ah, je savais pas ce que tu me dis là. Alors c'est très dommage parce que c'est un très bel animal. On dirait une taupe. C'est pas pour rien qu'elle s'appelle la taupe grillon. La courtilière, elle a des pattes en forme de pelle. Elle vit dans le sol. C'est un très bel animal et je ne savais pas. Mais il a été exterminé par qui et comment ? En fait, dans la loi, c'était autorisé de mettre à mort toutes les courtilières qu'on voyait et il y avait des pièges à courtilières avec des produits aussi spécifiques pour les courtilières. J'avais lu en fait un très vieux livre sur les courtilières et qui précisait les différentes méthodes de mise à mort. Et c'était très intéressant en fait de voir l'évolution de comment sont représentés les insectes. Je m'intéresse beaucoup à ça. Oui, et donc on en est un peu revenu. Donc les courtilières, on les laisse tranquilles maintenant ? Oui, maintenant on les laisse tranquilles vu qu'il y en a plus suffisamment pour causer des dégâts. D'accord. Ah, donc elles causaient quand même un peu de dégâts. Oui, complètement. Elles causaient de réels dégâts, c'était justifié. Ils ont trop fait, mais... Mais alors, quel type de dégâts ? Elles bouffaient les racines, c'était quoi le problème ? Oui, c'est ça. Sous terre, elles mangeaient tout en fait. Y compris les racines, d'accord. Mm. Ok, donc il y a 22 000 espèces d'orthoptères, hein, il y en a beaucoup plus que d'odonates, là, ce que tu disais avant, il y en a que 100 espèces. Et ce qui m'a intéressé, j'ai découvert en préparant l'émission qu'en fait, il y avait 2 sous-ordres d'orthoptères. Il y a les encifères, qui regroupent les sauterelles et les grillons. Et il y a alors je ne sais pas comment on le prononce, les caélifères, mais j'aurais tendance à dire cellifères, je vérifierai comment on doit dire, qui regroupent les criquets. Donc d'un côté, les sauterelles et les grillons, et de l'autre côté, tu as les criquets. Vite fait,
Je veux bien que tu me dises la différence entre les ancifères et les cellifères. C'est quoi la différence? Alors, juste avant que tu me répondes, je vais quand même dire l'étymologie. Les ancifères, ça veut dire ceux qui portent une épée, et ça se réfère à ce que ces insectes ont à l'arrière qui s'appelle une tarière ou un ovipositeur. Et les gens en ont peur parfois parce que c'est vrai qu'on dirait un petit sabre, mais en fait, ça sert juste aux femelles à pondre les œufs, tu me le confirmes. Oui, 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 c'est bien ça sert à s'enfoncer dans le sol. Ils ne piquent pas avec, c'est pas dangereux. Non, 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 pas du tout. Bon. Donc les ancifères, les sauterelles et les grillons, c'est ça, c'est ceux qui portent une épée, les porteurs d'épée. Et les cellifères, ce sont les criquets qui n'ont pas cette espèce d'épée à l'arrière, et leur nom vient de ciseaux, parce qu'ils ont une espèce de fin d'abdomen qui ressemble plutôt à un ciseau, d'après ce que j'ai compris. Est-ce que tu me confirmes ça? Oui, oui, c'est bien ça, mais c'est très fin, hein. C'est tout petit justement et on le voit à peine. Faudrait une loupe en fait pour l'observer chez les criquets. D'accord. Alors, les fameux criquets se divisent en deux catégories que je veux bien que tu me dises et que les gens connaissent, sans vraiment le savoir, mais ils connaissent cette différence entre ces deux grandes catégories de criquets. Il y a les criquets qui sont grégaires et qui vont vivre en très grand nombre et les criquets qui vivent en solitaire. Voilà. Alors, moi qui aime tant les noms, il y a deux noms tout simples différents. Donc, ceux qui vivent en masse, qui causent tant de ravages, surtout en Asie et en Afrique, s'appellent les locustes. En anglais, cricket se dit d'ailleurs locust. Et ceux qui vivent tout seuls, je l'ai appris en préparant l'émission, s'appellent des sauteriaux. C'est joli comme nom. Voilà, grosse différence entre les criquets et les sauterelles se situe au niveau des antennes. Explique-moi. Oui, c'est bien ça. Les criquets ont des antennes très courtes, alors que les sauterelles ont des antennes très très longues, de la longueur de leur corps. Ce qui fait que dès qu'on en voit un, quand on se balade ou dans notre jardin, on peut l'identifier directement, criquet ou sauterelle. Ouais, c'est vrai, on reconnaît tout de suite. Les ailes sont pas placées pareil, ils chantent pas de la même façon, mais tout ça, on va le laisser au menu du deuxième épisode dans lequel on va faire toutes ces petites merveilleuses différences qu'on a décidé de passer en revue avec toi. Je continue juste notre balade. Oui, je vois que tu lèves le doigt. Je voulais juste te dire un truc, c'est que toi, tu as pris beaucoup de chiffres sur les espèces au niveau mondial, et moi, je connais les chiffres au niveau français, ce qui fait que tout à l'heure, pour moi, les odonates, c'est 100 espèces, et tu as dit que les orthoptères, c'était 22 000. En France, c'est 240. Ah oui, 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 alors pardon, tu fais très bien de préciser. Il y a seulement 240 espèces de sauterelles, de grillons, de criquets en France. Un peu comme les papillons. Merci de faire cette précision. Oui, j'ai oublié de dire que c'était à l'échelle du monde. Oui, merci de le préciser. On va enchaîner sur l'ordre suivant d'insectes et Naloël. On va parler d'un ordre très connu. C'est l'ordre des hyménoptères, de hymen, qui veut dire membrane. Et donc, ce sont des insectes qui ont des ailes membraneuses, comme beaucoup d'autres. Qui sont les hyménoptères? Donc les hyménoptères, ça va regrouper les abeilles, les guêpes, les bourdons, les frelons et les fourmis, qu'on n'associe pas forcément aux guêpes et aux abeilles, mais elles ont elles aussi des ailes. Alors, elles en ont à un moment de leur vie, mais elles les perdent. On a tous en tête l'envol des reines ailées qui vont fonder d'autres colonies. Donc, c'est dans ce cas-là que les fourmis ont des ailes, hein, c'est ça. Oui, oui, c'est un ordre qui a 2 paires d'ailes. D'accord. Eh bien, deux paires d'ailes, justement, on va enchaîner sur notre 6e ordre d'insectes. Ce sont les diptères. Donc là, c'est très simple, hein, l'étymologie. En gros, 2 ailes. Qui sont les diptères? Alors, pardon, on va juste dire le nombre d'hyménoptères. Il y a combien d'espèces en France? Il y en a beaucoup. Les hyménoptères, ça regroupe plus de 8000 espèces en France. Ah oui, à l'échelle mondiale, moi j'ai pas le chiffre, mais il doit y en avoir encore beaucoup plus. Donc effectivement, c'est un ordre très nombreux. Parle-moi des diptères. Qui sont les diptères? 150 000 espèces en tout dans le monde. Je ne sais pas combien il y en a en France, mais qui sont-ils? Eh bien, il y en a à peu près 8000, un peu comme les hyménoptères. D'accord. En gros, ils se bataillent un peu pour la 2e place après les coléoptères pour Oui. le plus grand nombre d'espèces en France. Voilà, le deuxième groupe le plus peuplé, si j'ose dire, là où il y a le plus d'espèces, ce sont les diptères. Premier coléoptère, deuxième diptère, tout le monde l'a en tête. Alors, qui sont les diptères, justement? Donc les diptères, ça regroupe les mouches, les moustiques, les tans, les cirfes. Et en fait, ils ont 2 paires d'ailes, mais la 2e paire d'ailes s'est transformée et ne ressemble plus à des ailes. C'est transformée en balancier pour stabiliser le vol. Ça ressemble à une petite massue qui se balance pour stabiliser le vol. Oui, et tu as oublié de dire 2 membres très connus de cette espèce, et je t'en veux pas du tout, ce sont les moustiques et les fameux cousins. Et les cousins, on a l'impression que c'est des très très gros moustiques, et on voit bien les petits balanciers dont tu parles quand on regarde les cousins qui sont énormes. Les cousins, ils font, je sais pas, 5-6 cm de long, les plus gros, on est d'accord. Ces espèces de gros moustiques au vol lourd qui ne piquent pas, hein. Je le précise tout de suite, il ne faut surtout pas les tuer, ils sont très utiles. Tu veux me dire un mot sur ces insectes, les cousins, totalement inoffensifs? Les cousins ressemblent beaucoup à des moustiques, mais des moustiques géants.
Et du coup, les gens l'associent beaucoup à un danger alors que c'est pas du tout le cas. Et justement, comme tu le disais, comme ils sont beaucoup plus grands, on peut voir beaucoup plus les détails de leur anatomie et justement ces balanciers qui sont beaucoup plus élancés et qui sont beaucoup plus grands et qu'on peut facilement voir à l'œil nu ou sur une photo. Je les aime bien, les cousins. On va enchaîner sur un autre ordre d'insectes. On va parler des hémiptères, qui se subdivisent, je le dis tout de suite, en hétéroptères et en homoptères. Enfin bref, qui sont les hémiptères, Enaloel? Alors, les hémiptères, ils sont caractérisés par un rostre piqueur-suceur. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont se nourrir en piquant et en suçant la substance. Donc, ça peut être de la sève, mais ça peut être aussi du sang, comme le sang des insectes. Donc, les hétéroptères, ça regroupe toutes les punaises. Et les homoptères, ça regroupe différentes familles qui sont très différentes. Donc, on a les cigales, que vous connaissez tous, les cicadelles, qui sont toutes petites, qui sont un peu des cigales miniatures, des pucerons, les membracides, donc beaucoup de choses différentes. C'est un peu la mascotte de notre émission, le membracide. On en a parlé au début, là. Voilà. En gros, ça ressemble à une mini cigale qui pique et qui se nourrit de sève. Mais que c'est tout petit, les membracides. Mais c'est magnifique quand on les regarde à la loupe. Oui, les membracides sont incroyables et je vous invite tous à faire une recherche Google là-dessus, juste pour voir la diversité, puisqu'on a très peu d'espèces en France, mais dans les autres pays, c'est incroyable. Et puis surtout, ils ont des couleurs et des formes. Totalement. Ces insectes paraissent issus d'une autre planète. Effectivement, tu as raison. Grand conseil aux auditeuristes de regarder ce que sont les membracides. Tous ces photographes qu'on expose dans Baleines sous gravillon, je pense notamment à Franck Deschandoles, qui est un copain, je salue Franck, qui a pris des photos de membracides, je sais plus où, mais incroyables. Enfin, avec des couleurs, des espèces d'appendices en forme de champignons enfin, c'est des insectes, mais vraiment, c'est des aliens, quoi. Oui, certains ressemblent à des épines et vivent justement en groupe, parce que s'il y avait une épine sur une tige, ça ferait bizarre, alors que s'il y a plein d'épines sur une tige, ça paraît cohérent. Oui. Et ça, c'est un des exemples. Beaucoup sont très mimétiques, en effet. Donc ok, donc on vient de parler des hémiptères, on va faire une émission entière sur les punaises, donc on va pas trop s'étendre maintenant. On a dit qu'ils se subdivisaient en hétéros et en homos. En gros, les hétéros, ce sont tout ce qui est punaises, et les homos, ce sont tout ce qui est cigales, membracides et pucerons, hein, c'est ça? Oui. Ok. Après, ça, c'est que des exemples. Il y en a plein d'autres, mais qui sont moins Oui, connus. mais juste pour dire quelques-uns, voilà. On va enchaîner sur le 9e ordre d'insectes, ce sont les manthoptères. Tout le monde les connaît. Qui sont les manthoptères, Enaloel? Les manthoptères, ce sont les menthes. Là, cette fois, il n'y a pas trop de pièges. Et on pense souvent à la menthe religieuse, mais il y a 9 espèces de menthes en France. Il y en a que 9, c'est pas beaucoup, hein? Il y en a combien dans le monde? C'est pas beaucoup, je ne sais pas combien il y en a dans le monde, mais souvent, en fait, en France, on croit souvent qu'il n'y a que la menthe religieuse, alors que ce n'est pas du tout le cas, et il y a des espèces qui sont vraiment intéressantes. Oui, il y en a qui sont toutes brunes. On va en parler, on va faire une émission entière sur les menthes. Je le redis, avec toi, j'ai prévu de faire 5 épisodes. Donc le premier, on est en train de le faire. Le deuxième, on va raconter plein d'anecdotes sur tous ces insectes qu'on ne fait qu'égrener là dans ce premier épisode, juste pour présenter les différents ordres. Et on fera une émission sur les coccinelles, une émission sur les punaises, et une émission sur les menthes. Et vous allez voir que c'est fascinant. Juste pour finir vite fait sur les menthes, j'ai pas dit l'étymologie. Menthe, ça vient du grec devineresse, prophétesse. Depuis le début, les premiers qui ont nommé ces animaux avec leurs pattes là repliées. Alors c'est les chrétiens qui ont ajouté le mot religieuse, c'est drôle. Mais avant ça, elles avaient été nommées aussi parce elles ne bougeaient pas, elles avaient cette attitude hiératique, c'est-à-dire un peu figée comme ça, comme en méditation, en transe. Et c'est pour ça que les menthes ont été nommées comme ça. C'est un joli nom. Ce sont des insectes magnifiques. Je pense que tout le monde les connaît. On va pas insister puisqu'on leur consacre un épisode entier dans quelques temps avec toi et je m'en réjouis. J'enchaîne sur le 10e ordre. Alors là, celui-là, il m'a vraiment fait kiffer du point de vue de l'étymologie. Ce sont les blattoptères. Tout ce qui est blatte, cafard. Cher Enaloel, qu'est-ce que tu peux me dire sur ces animaux? Alors ça, c'est un des rares ordres pour lesquels je me suis pas encore renseignée, tu vois. Ce qui est super intéressant chez les insectes, c'est que on peut tous apprendre au fur et à mesure. Il y a encore plein de choses que j'ai à découvrir et c'est ça que j'adore. Mais tu vas m'en apprendre plus. Oui, non, en tout cas, je vais t'en apprendre du point de vue de l'étymologie. Là, vraiment, j'en suis pas revenu. Donc, cafard vient de l'arabe kafir, qui veut dire incroyant. Et en fait, cafard, l'étymologie du nom cafard viendrait du fait que les cafards, comme chacun sait, fuient la lumière, assimilés à la lumière de Dieu. Et c'est pour ça que, enfin voilà, cafard vient de kafir, l'incroyant, parce que ces insectes sont lucifuges, ils fuient la lumière. Incroyable comme étymologie. Blatte, alors là, c'est pas très clair, j'ai pas eu trop le temps de tout rechercher, ça a été très difficile pour moi de voir d'où ça venait. Apparemment, blatte pourrait venir de quelque chose qui signifie noir et luisant,
En suédois, blatt veut dire noir, et donc il y a tout un côté aussi insecte noir et luisant. Blatt viendrait de là, d'après ce que j'ai compris, je peux me tromper, et si c'est le cas, merci de me le signaler par message. Je tiens à dire à ce stade, parce qu'on fera pas d'émission sur eux, j'en ferai une prochainement, parce que moi qui suis l'amoureux et le défenseur, c'est un peu pompeux et ronflant, des animaux moches et que tous les gens détestent, je dis dès à présent que les blattes et les cafards, bien que mal aimés, mais vraiment c'est sans doute les insectes les plus détestés du monde, de la planète, sont un, très propres, deux, en tout cas dans la nature, très utiles, ce sont les éboueurs de la nature. Donc je vais pas te demander de confirmer parce que tu m'as dit que tu avais pas trop mis de temps sur les blattes et les cafards, mais tu vois là en te parlant, je suis en train de réaliser que j'ai très envie de faire une émission sur les blattes et les cafards. Eh bien, je l'écouterai avec plaisir. Eh ben, je te remercie. D'ailleurs, j'aimerais bien que t'en mettes un peu sur le monde des minuscules aussi. Parce que c'est magnifique. En fait, je sais que tout le monde va me rironner, mais les blattes et les cafards sont juste magnifiques quand on sort des préjugés. J'ai des photos sympas de jeunes blattes, les blattes des champs, qui sont toutes beiges, mais les larves sont en fait noires avec un petit trait blanc. Et elles sont toutes mignonnes en fait. Ouais, d'accord, on est d'accord. On va essayer de finir cet épisode. Il reste encore 5 familles, donc on va les égrener. 5 ordres. Pardon, il reste 5 ordres, tu fais bien de me reprendre. On va enchaîner sur les dermaptères. Que sont les dermaptères? Donc leur étymologie vient de derma. Hein. En fait, c'est parce qu'ils ont des ailes en forme de lambeaux de peau qui sont toutes molles. Et c'est pour ça que les dermaptères s'appellent ainsi. Qui sont-ils? Les dermaptères, en fait, c'est les pince-oreilles. Ouais, alors moi je dis perce-oreille, moi. Alors, pince-oreille, perce-oreille, les deux se disent. Et en fait, on les reconnaît avec les cercles qu'ils ont au bout de l'abdomen, qui sont en forme de pince. Alors, redis ce mot et décris-moi ce que c'est. Alors, les cercles, ce sont des appendices qui sont situés à l'extrémité de l'abdomen et qui sont de différentes formes. Qui font peur aux gens, hein. Oui, sont de différentes formes et qui ont différents rôles selon les ordres et les familles d'insectes. Mais chez les dermaptères, ils sont très développés, c'est pour ça que souvent ils font peur, et ils sont en forme de pince. À quoi ça sert, ces pinces? Ça sert à se défendre, ça sert à attaquer, ça sert à quoi? Chez les dermaptères, ça sert à se défendre, et chez les odonates, ça sert à maintenir la femelle pour s'accoupler par exemple. Ah, voilà à quoi servent les cercles. Merci de cette précision. J'ajoute que dans certaines contrées, y compris européennes, je suis plus sûr du pays, il y a des médecines traditionnelles qui consistaient à refermer des plaies avec les cercles des perce-oreilles. Je ne sais pas si tu as entendu parler de cette anecdote. Oui, en fait, ils forcent à pincer, et ensuite, ils coupent le pince-oreille pour qu'il meure, et du coup, ça reste bien accroché, et ça sert de point de suture. Ouais, c'est incroyable hein, quand même. Hein. Bon, c'est pas très sympa pour ces Non. forficules. Hein. C'est l'autre nom vernaculaire du perce-oreille, c'est le forficule. Moi, je les aime beaucoup ces insectes. Ils vivent sous les pierres, hein. Ils vivent toujours planqués. Voilà, et ils sont évidemment pas du tout dangereux. Évidemment, ne les tuez surtout pas. Ils sont très utiles comme tous les autres et surtout totalement inoffensifs. Hein. Ils s'appellent perce-oreille, mais c'est une légende urbaine. On est d'accord. Oui, tout à fait. Bon, non, mais tu ris, mais il y a des gens qui doivent encore croire que les perce-oreilles percent vraiment les oreilles. Tu vois, enfin c'est. Non, c'est pas du tout le cas. Mais la forme de leur cercle permet parfois d'identifier les espèces, et il y en a qui ont des formes assez incroyables, et c'est très élégant, moi, je trouve. Voilà, je signale juste pour achever de convaincre que les gens qu'il faut surtout les laisser tranquilles, les perce-oreilles, c'est qu'ils mangent des pucerons. Donc c'est un peu aussi des alliés des jardiniers. J'enchaîne sur l'ordre suivant. Il s'agit, tout le monde les connaît, des éphéméroptères. Donc c'est tout ce qui est éphémère. Oui. Que sont les éphémères? Les éphémères, on les trouve souvent près des points d'eau, puisqu'ils ont une phase larvaire aquatique de plusieurs années. Parce qu'il faut savoir que l'idée reçue, c'est qu'elles ne vivent qu'1 jour, mais ça, leur vie très courte, c'est leur vie en fait adulte. Ils ont une phase larvaire qui est très longue. Oui, c'est un peu comme les libellules. Oui, c'est ça. Et c'est un peu comme les papillons en termes de... Il y a beaucoup de papillons, on en reparlera, qui n'ont même pas de quoi manger à l'état adulte parce qu'ils ne vivent que quelques jours. Ils sont juste là à l'état adulte pour se reproduire, point. Et il y a beaucoup de papillons, notamment de nuit, qui ne peuvent même pas manger. C'est même pas prévu, la nature l'a pas prévu. Et effectivement, il y a une grosse disproportion entre leur vie larvaire et leur vie d'adulte, qui est juste une sorte de chant du cygne. Souvent, en fait, on dit qu'un insecte a une courte durée de vie, puisqu'on ne pense que à l'état adulte, celui qu'on observe fréquemment dans nos jardins, dans nos balades, etc. Mais il faut savoir qu'ils ont toujours une vie larvaire, qui est certes moins impressionnante, mais qui existe bien et bien, et qui fait partie de leur vie. Et souvent qui dure plus longtemps, c'est ce qu'on vient de dire. Exactement. J'enchaîne sur le 13e ordre d'insectes. Je ne le connaissais pas avant de préparer l'émission. Il est fascinant. Ce sont les mécoptères. Qui sont-ils? Les mécoptères, c'est les mouches scorpions, qui sont aussi appelées panorpes. Mais mouches scorpions, ça permet de visualiser,
Ils ressemblent un peu à des mouches, on va dire, mais ils ont l'extrémité de l'abdomen chez le mâle qui est très épaissie, rouge, et repliée sur le dessus de l'abdomen, ce qui donne un aspect de scorpion, mais ils n'ont ni dard, ni venin, et du coup, ils sont pas du tout dangereux. Mais ça leur donne un aspect très particulier. Leur nom vient de rostre, co signifie apparemment rostre, ils ont une tête en forme de pointe. Oui, très allongé. J'imagine qu'ils sont carnivores, ceux-là. Aucune idée. Ah, d'accord, c'est bien, j'aime cette humilité. Je ne connais pas tout. On peut pas en fait se spécialiser sur les insectes en général. On peut être curieux de tout, mais en fait, en tant qu'entomologiste, on est obligé de se spécialiser sur certains taxons, donc certains ordres. Forcément, il y a des choses qui nous échappent et qu'on ne connaît pas. Mais c'est ça qui est fascinant, c'est que j'en apprendrai toute ma vie. Et c'est ça que j'adore en fait chez les insectes. Et c'est pour ça que je t'interviewe, parce que j'aime ton humilité et le fait que tu sois curieuse et très jeune. Et voilà, moi j'interviewe pas que des spécialistes, hein. C'est ta passion que j'ai envie de transmettre aussi aujourd'hui. On va enchaîner sur un autre ordre d'insectes, ce sont les névroptères ou les neuroptères. Donc là, il y a une idée de nervure derrière tout ça, tout le monde s'en doute. C'est la famille du célèbre fourmilion. Alors déjà, dis-moi, c'est quoi le fourmilion? Et ensuite, donne-moi d'autres exemples de névroptères. Alors le fourmilion, il est très intéressant parce que dans sa phase larvaire, encore une fois, j'en parle souvent des phases larvaires, mais il a une particularité de chasse, puisque c'est des prédateurs. Ils vont faire un petit entonnoir dans le sol, où ils vont se mettre au fond et capturer les insectes jusqu'à eux. Souvent des fourmis. Oui, c'est ça. D'où son nom. Et dans les névroptères, on trouve aussi les chrysopes, qui sont vert pomme, vert flashy, et les ascalaphes, qui sont souvent pris pour des libellules, et qui ont des ailes colorées de jaune, qui sont un mixte entre libellule et papillon. Mais c'est des névroptères. Bel insecte, l'ascalaphe, effectivement, c'est moitié libellule, moitié papillon, hein, c'est un peu ça, avec de très très grandes antennes en forme de massue. Ouais. Pour l'instant, j'en ai encore jamais pris en photo. Et bon, cette année, je serai en région PACA pour mon stage, donc je compte bien résoudre ce problème majeur. J'entends bien et je te le souhaite. Je vais finir sur le dernier ordre connu d'insectes, en l'occurrence les phasmoptères. Stars auprès des enfants et des écoles, il y a rarement une école où il n'y a pas une sorte de petit vivarium avec des phasmes dedans. Qu'est-ce que tu peux me dire sur les phasmes? Je savais pas qu'il y avait plusieurs espèces en France, c'est le cas? Oui, il y a 3 espèces en France pour 3000 dans le monde. On peut dire qu'on est un peu pauvre en France. 3 espèces seulement, d'accord. Donc l'autre nom du phasme, c'est le bâton du diable. Les phasmes, il n'y en a pas que en forme de tige et de bâton. Quelles sont les autres formes qu'ils peuvent imiter? C'est ce que j'allais dire, c'est que dans le monde, ils ont des formes très différentes. Ça peut être des formes de feuilles pour être mimétiques, toujours pour passer inaperçu, donc des bâtons, des feuilles, ou très colorés. Il y en a aussi qui ont des ailes, alors qu'en France, ils n'ont pas du tout d'ailes. Oui, oui. J'ai noté qu'il y avait 4 sortes de phasmes. Les phasmes bâtons, les phasmes feuilles, les phasmes ronces et même les phasmes écorces. Les phasmes écorces, je connaissais pas, par exemple. J'en ai jamais vu non plus, donc je pourrais pas t'aider, mais voilà. Donc il y a 4 sortes. Et tu l'as dit, certains ne sont pas du tout mimétiques. On dit qu'ils sont aposématiques, c'est-à-dire que j'aime bien cette expression. Ils annoncent la couleur à leurs prédateurs. En gros, ils disent je suis toxique avec des couleurs très vives. Tout le monde sait ce que c'est l'aposématisme, mais voilà, en ignorant peut-être le nom, ce qui n'est pas grave. Mais c'est un mot qui revient quasiment dans chacun de mes épisodes. Et donc voilà, j'étais étonné de savoir qu'effectivement il y a des phasmes qui sont aposématiques. Voilà. On a fini de passer en revue les différents ordres. Je vois que tu veux ajouter quelque chose. Oui, juste, du coup, les phasmes en France, les 3 espèces sont des phasmes bâtons. On a notamment 2 espèces qu'on retrouve sur les ronces, en regardant simplement, soit avec une nappe de battage, en faisant attention à où on tape quand même, pour pas assommer un phasme. Et en fait, ils sont souvent élevés dans les écoles parce que justement, ils se nourrissent en fait de feuilles de ronces et c'est très très facile à élever. Pour les enfants, c'est l'idéal. Merci Anna Noël. On a fini sur ces bonnes paroles notre premier numéro consacré aux généralités sur les insectes. J'espère que ça a intéressé ceux qui nous écoutent. On a vraiment passé une espèce de grand passage en revue très large. Et puis je vais te retrouver très vite pour un deuxième épisode dans lequel on va répondre à 1000 petites questions. Pas 1000, je sais pas combien on en a en tout, mais on va répondre à plein de petites questions du quotidien sur les insectes et vous allez apprendre plein de choses et je m'en réjouis. Salut Anna. Salut Marc. C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi. Merci de partager le lien de Baleine sous Gravillon et de vous abonner si vous avez aimé. Des étoiles et des avis sont la meilleure manière de nous aider. Si à tout hasard vous écoutez l'émission sur Apple Podcast, c'est-à-dire sur iPhone,
Ces avis anonymes, rédigés en quelques secondes, sont très importants. Au-delà de la gloriole, ils nous permettent en effet d'être plus avantageusement suggérés dans les moteurs de recherche. Nous n'avons qu'une trentaine d'avis pour l'instant, alors que vous êtes des milliers à nous écouter chaque semaine. Je prie humblement les auditorices de prendre ces 20 secondes pour ce petit coup de pouce. Grand merci par avance. Celles et ceux qui le souhaitent peuvent aussi nous aider en faisant un don, même minime, sur le site Tipeee. Je refuse de faire de la pub pour préserver notre indépendance et votre confort d'écoute. Mais ce podcast indépendant est fait sans aucune aide. Il n'est pas monétisable et j'y consacre 200% de mon temps. En attendant de trouver un partenaire auquel je lance un appel, et avant de devoir bientôt arrêter Baleine sous Gravillon faute de financement, je remercie du fond du cœur les abonnés et les futurs partenaires qui peuvent nous aider. Vos critiques, conseils et suggestions sont toujours les bienvenus sur la page Facebook de Baleine sous Gravillon. Je remercie aussi tous les photographes animaliers qui viennent chaque semaine en toute simplicité, en toute générosité, partager leurs sublimes photos sur la page de Baleine sous Gravillon. Je remercie enfin mes équipiers pour leur aide précieuse. Sans oublier Félix Labande, l'auteur sud-africain de la chanson du générique. Je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode. Et d'ici là, prenez soin de vous et de ce qu'il y a autour de vous. Merci. À bientôt.